Un certain embarras après l'annonce hier du voyage de François Mitterrand à Moscou. Yannick Noah difficilement qualifié pour les quarts de finale, il lui a fallu 4-7 pour venir à bout de Taroxy. Jour J-1, tout est fin prêt sur les plages de Normandie où l'on n'attend plus que les invités pour le 40e anniversaire du débarquement. Et puis pour la première fois, un vaccin produit par manipulation génétique est expérimenté sur l'homme. Il s'agit d'un vaccin contre l'hépatite B. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des réactions diverses et parfois embarrassées après l'annonce hier soir du voyage à Moscou de François Mitterrand. Max Gallo, le porte-parole du gouvernement, a expliqué cet après-midi les conditions dans lesquelles la décision a été prise par l'Élysée. Il a ainsi annoncé que la date du voyage avait été choisie à dessein en fonction d'échéances internationales. Il a également justifié ce voyage par la nécessité de renouer le dialogue avec l'Union soviétique. Et puis il a aussi évoqué le problème des époux Sakharov qui semblait avoir été ces dernières semaines le principal obstacle au voyage. Mais sur ce point, on ne peut pas dire que M. Gallo ait beaucoup fait avancer les choses. Tout ce qu'il fallait faire a été fait. Tout ce qu'il fallait dire a été dit. Et tout sera dit et tout sera fait là où il convient. La France parle partout et avec tout le monde le même langage de clarté. Il est évident que le gouvernement français a interrogé les autorités soviétiques sur le sort des époux Sakharov et que nous avons obtenu des réponses. Ces réponses, ce sont les réponses des autorités soviétiques. Donc Sakharov va bien. Les dépêches et les informations fournies par les autorités soviétiques le laissent penser. On est donc guère plus avancé ce soir, du moins officiellement, après cette déclaration, et une interrogation demeure. Qu'est-ce qui a donc décidé le président de la République à se rendre si rapidement à Moscou, Albert Duroy? Une interrogation qui se traduit par 3 questions. La première, avant de se décider, François Mitterrand a-t-il eu des assurances particulières sur l'état de santé du couple Sakharov? La réponse est non. L'agence TASS assure que Sakharov est en bonne santé, c'est tout. La décision présidentielle ne repose pas sur des preuves, mais sur une conviction qui est celle-ci: les soviétiques n'ont aucun intérêt à torpiller le voyage de Mitterrand en le trompant sur le sort du savant contestataire. Deuxième question, avant de partir, le président français a-t-il la certitude que son voyage permettra d'arracher aux soviétiques un geste de bonne volonté? Autrement dit, est-ce que le sort des Sakharov pourrait être adouci? Là encore, la réponse est non. Les soviétiques n'ont rien promis. En cela, ils sont d'ailleurs logiques avec eux-mêmes, puisqu'ils considèrent que l'affaire Sakharov est une affaire intérieure qui ne regarde personne d'autre. Mais alors, troisième question, pourquoi le président a-t-il décidé, après 3 ans d'interruption, de reprendre le dialogue au sommet, alors que rien n'a changé, ni en Afghanistan, ni en Pologne, ni en ce qui concerne les droits de l'homme? Oui, quelque chose a changé, répond-on à l'Élysée. Le bras de fer Est-Ouest sur l'équilibre stratégique s'est terminé en décembre dernier avec l'installation des Pershing. Si l'équilibre militaire n'est pas encore rétabli, l'équilibre politique et psychologique, lui, a été restauré. Et dans cet affrontement, c'est la France qui, avec les États-Unis, a été le pays occidental le plus déterminé. Fallait-il dès lors attendre que l'Union soviétique respecte les droits de l'homme? C'était se condamner à attendre l'éternité. Bref, en renouant le dialogue au sommet avec Moscou, comme d'ailleurs Ronald Reagan, mais aussi Raymond Barre et Jacques Chirac l'y poussent, et cela à un moment particulièrement délicat, François Mitterrand estime agir dans l'intérêt de la France, même s'il n'ignore pas que ce voyage est mauvais pour son image de marque à lui. On peut ajouter qu'un dessin signé Plantu et publié dans Le Monde d'aujourd'hui résume assez bien la situation, un dessin assez cruel, comme vous pouvez le remarquer. À noter aussi que Simone Veil, de son côté, condamne le voyage de François Mitterrand à Moscou. Madame Veil l'a indiqué hier soir alors qu'elle tenait une réunion à Lyon dans le cadre de la campagne pour les européennes. Une réunion où l'on pouvait noter la présence de Raymond Barre venu manifester son soutien à la liste d'union de l'opposition. Jean-Louis Le Senne. Il aura suffi de 5 personnes sur 3000 participants pour contraindre Simone Veil à interrompre à 2 reprises son discours. Il aura suffi de 5 membres de Laissez-les vivre
déchaînée contre celle qui a défendu le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse pour contraindre Raymond Barre à venir à la rescousse de Simone Veil. Je prie ceux qui se livrent à des manifestations totalement déplacées de bien vouloir respecter la liberté de pensée et d'expression. Auparavant, tout s'était passé dans le calme, Simone Veil ayant répété que c'est l'union de l'opposition qui fait sa force, que son combat pour l'Europe est un combat pour la France, et Raymond Barre, lui, l'ayant soutenu à sa manière. Le 17 juin, les Lyonnaises et les Lyonnais et tous les Rhône-Alpins qui vous apporteront, madame, en grand nombre leur suffrage, exprimeront, j'en suis convaincu, un vœu simple et sans équivoque, celui qu'une France forte et respectée puisse, dans une Europe unie, servir le progrès et la paix. Après ses meetings communs avec Chirac à Lille et Paris, avant celui de Marseille avec Giscard, Simone Veil a hier à Lyon réussi à obtenir publiquement l'aval de Raymond Barre. Un petit coup de canif cependant dans l'union de l'opposition, Bernard Pons, le complice habituel de Madame Veil dans cette campagne, était absent. À cause d'un vieux contentieux, l'ancien Premier ministre avait prévenu qu'il ne voulait pas voir le secrétaire général du RPR à la tribune. Et M. Pons s'était résigné à rester chez lui. Les trois grands leaders de la politique française étaient reçus aujourd'hui à l'Élysée par le président de la République. Messieurs Chirac, Giscard d'Estaing et Marchais étaient donc à l'Élysée. Des visites prévues de longue date et qui s'inscrivaient dans le cadre des consultations à la veille du sommet de Londres. Mais l'occasion aussi de parler du voyage à Moscou du chef de l'État. Monsieur Giscard d'Estaing n'était pas revenu à l'Élysée depuis un peu plus d'un an, depuis le 26 mai 83. C'était également à la veille d'un sommet des pays industrialisés. L'entretien, aujourd'hui, avec M. Mitterrand, a duré presque 1h30. Il a donc sans doute été question du prochain sommet de Londres, qui commence en 2 jours, peut-être de l'actualité et du voyage à Moscou du président de la République, mais nous ne le saurons pas ce soir, puisque M. Giscard d'Estaing est reparti sans un mot pour les journalistes. Monsieur le Président. La première visite de la matinée est celle de M. Chirac, une bonne heure d'entretien avec M. Mitterrand. On sait déjà que M. Chirac n'est pas hostile au principe de ce voyage à Moscou. En tout cas, il ne l'a pas confirmé ce matin. Ou de Paris. Quant à M. Georges Marchais, dans l'après-midi, il a été moins pressé en quittant l'Élysée. Pour lui, aller en URSS ne peut que favoriser la détente. Il était tout à fait naturel que la France entretienne des relations avec l'Union soviétique comme avec les autres pays, et je lui ai répondu que c'était tout à fait la position du Parti communiste français. Quand on veut œuvrer positivement en faveur de la détente, en faveur de la paix, en faveur du désarmement, eh bien il faut causer. Par conséquent, je lui ai dit que pour notre part, nous pouvions que nous satisfaire de voir cette rencontre. En politique toujours, une interview de François Mitterrand au magazine féminin Elle. Le chef de l'État y aborde entre autres sujets le problème de l'école privée, estimant que nombre de dirigeants de l'opposition sont de dangereux alliés pour l'enseignement privé. Ce sont les mots de François Mitterrand. L'enseignement privé qui est également à l'origine d'une déclaration de Pierre Mauroy qui oppose le démenti le plus net à Monseigneur Lustiger. Vous vous souvenez qu'hier, dans le journal Le Monde, l'archevêque de Paris avait considéré que le gouvernement avait manqué à sa parole lors du débat à l'Assemblée nationale. Pour le Premier ministre, dès lors que l'un des partenaires continuait à refuser l'élément essentiel du projet, le gouvernement gardait son entière liberté d'appréciation et de proposition. À noter par ailleurs que Claude Labbé, pour le RPR, s'en est pris vivement à Monseigneur Lustiger, regrettant son inconcevable naïveté. Il lui reproche de s'être laissé piéger par les promesses du gouvernement. Comité central d'entreprise aujourd'hui chez Citroën, une réunion des partenaires sociaux qui intervient alors que la polémique se poursuit toujours quant à la réduction éventuelle du temps de travail. Une réduction souhaitée par les syndicats, appuyée par M. Bérégovoy, mais contestée par la direction de Citroën. Ce soir, la négociation est dans l'impasse. La direction de Citroën est arrivée cet après-midi devant les syndicats pour dire qu'elle ne discuterait plus. Au terme de ce qui fut le plus long comité central d'entreprise du groupe, après l'annonce des sureffectifs, c'est clair, Citroën n'entend ni réduire le temps de travail, ni visiblement revenir sur les licenciements. Nous considérons donc aujourd'hui
que les négociations avec les organisations syndicales ont été menées à leur terme, et ce sera maintenant au prochain conseil d'administration de décider de la suite qu'il faudra donner à ce dossier d'ajustement des effectifs. À 19h, les syndicats n'avaient pas arrêté leur position. Ce soir, la CGT réunit tous ces syndicats Citroën de la région parisienne. Pierre Bérégovoy avait donné 3 mois à Citroën et à ses interlocuteurs pour s'entendre. Ce soir, tout le monde se retrouve au point de départ. Au chapitre étranger, la situation demeure toujours extrêmement tendue en Inde, dans l'état du Pendjab, où des activistes de la minorité sikh étaient retranchés depuis plusieurs jours dans le haut lieu de leur culte, le temple d'or d'Amritsar. Des informations contradictoires donnent à penser que la troupe a donné l'assaut au temple, mais un dernier réduit tiendrait bon et continuerait de résister. Des informations difficilement contrôlables, puisque tous les journalistes étrangers ont été expulsés de la région. Patricia Coste. De violents échanges de tirs auraient eu lieu toute la journée autour du sanctuaire des Sikhs, le temple d'or d'Amritsar. On ne verra pas d'image de cette bataille autour du temple, la presse n'a pas pu s'approcher, ces incendies ont lieu dans la périphérie de la ville, les 15 000 soldats appelés pour y rétablir l'ordre n'ont pas pu les prévenir, le calme est loin d'être revenu dans cette ville du Pendjab, le couvre-feu total imposé à tout l'État a été prolongé jusqu'à demain. Le but du gouvernement de Mme Gandhi est d'obtenir la reddition de tous les extrémistes sikhs qui se sont retranchés dans leur sanctuaire, véritable ville dans la ville où les pèlerins se mêlent aux insurgés. Ce soir, seuls les combattants sikhs, au nombre de 300 estime-t-on, continuaient à tirer. L'armée ne répond plus, dans l'espoir que le combat s'arrête faute de munitions. Autre foyer de tension, le Golfe, où l'aviation irakienne a bombardé ce matin une ville frontalière en Iran, faisant plus de 300 morts selon Téhéran. Une attaque qui se produit alors que l'ayatollah Khomeini venait d'annoncer que la journée d'aujourd'hui pourrait être historique, une référence sans doute à une nouvelle offensive attendue par les observateurs depuis plusieurs jours. Michel Stoulovici. C'est à nouveau la mobilisation dans les rues de Téhéran. Ces soldats paradent avant de rejoindre les 400 000 hommes massés depuis plusieurs semaines sur le front irano-irakien. Une concentration militaire de grande envergure en vue d'une offensive qui semble imminente. Pour l'ayatollah Khomeini, il s'agit d'obtenir un avantage décisif sur les Irakiens après plus de 3 ans de guerre. Mobilisation militaire, mais aussi mobilisation des esprits, et toutes les occasions sont bonnes pour rassembler les Iraniens. Aujourd'hui, il célèbre le 21e anniversaire des premières manifestations contre le Shah. C'est au moment où le conflit s'est étendu au Golfe que la nouvelle offensive iranienne doit se déclencher, avec le danger d'internationalisation qu'elle recèle. Déjà, des pétroliers affrétés par la marine américaine sont escortés par des navires de guerre, et le porte-avions America a traversé hier le canal de Suez en direction du Golfe. Il faut aussi savoir que pour la première fois depuis que la guerre a éclaté dans cette région du monde, l'aviation saoudienne est entrée dans le conflit en abattant un objectif aérien, c'est-à-dire probablement un avion, qui avait pénétré dans son espace aérien. Jour J-1, 40 ans plus tard, tout semble prêt pour accueillir les chefs d'État, de gouvernement et les souverains qui viendront ensemble célébrer l'anniversaire du débarquement de Normandie. Premier arrivé, le prince Charles, qui précède donc la reine Elisabeth. Le prince de Galles, qui était en uniforme, était accompagné de Charles Hernu, le ministre français de la Défense. Il y a de quoi s'arracher les cheveux pour les responsables de la sécurité qui doivent neutraliser demain plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Mais pour le moment, c'est le temps du recueillement pour les vétérans. Et Isabelle Bechler a rencontré les survivants des 177 Français qui ont débarqué aux côtés des troupes ennemies. En Angleterre, entraînement intensif pour les hommes du commandant Kiefer. Les bérets verts étaient 178 au total à se préparer à débarquer sur les côtes de Normandie sous commandement anglais. 40 ans après, ce sont l'amitié, le souvenir et l'humour qui réunissent toujours commandos français et anglais à Ouistreham au début de juin. Hier, on inaugurait le musée du commando numéro 4. La bonne humeur était au rendez-vous, même si la photo traditionnelle comptait quelques camarades de moins que l'an dernier. Non moins traditionnel, le pèlerinage sur la plage même où ils ont débarqué. Ils avaient entre 18 et 24 ans, la mer était démontée un peu comme hier. Et au petit jour, soudain, ils ont aperçu la côte française.
Les Allemands ne nous avaient pas encore vus. On a vu un petit trait noir qui était la côte de France et ça a été extrêmement émotionnant pour nous. Pendant quelques secondes, on a eu une sorte de passage intemporel. Et puis les batteries allemandes sont parties, les canons des bateaux anglais ont répondu. Et à ce moment-là, on n'a plus pensé à rien du tout, sauf au métier qu'on nous avait appris depuis plusieurs mois. J'avais compris que l'artillerie allemande avait dressé un barrage sur la plage même et qu'il fallait passer ce barrage le plus vite possible pour arriver en haut de la plage et continuer notre opération. Là, je suis tombé sur un réseau de barbelés et heureusement, tout avait été prévu. J'avais des pinces spéciales qui m'ont permis de faire une brèche et de continuer. Mission des commandos allait soutenir les troupes aéroportées qui avaient été parachutées à l'intérieur des terres. Ils avaient moins de 5 heures pour faire une percée de plusieurs kilomètres. Alors nous sommes arrivés au pont Pegasus à midi plus 3 minutes. Mais le chef des aéroports a dit à notre général, vous êtes un peu en retard, vous devez être ici à midi et vous êtes 3 minutes en retard. On savait que ce serait dur. On nous avait promis d'être éliminés à 60%. Mais heureusement, le moral était trempé. 1 sur 2, de toute façon, c'est toujours le voisin. Les bérets verts survivants ne sont plus qu'une cinquantaine. Ce qu'ils espèrent le plus, bien sûr, c'est fêter le plus longtemps possible l'anniversaire du débarquement allié. D'autres Français avaient également été parachutés il y aura tout juste 40 ans cette nuit. Dans le Morbihan, ils appartenaient au fameux SAS créé par les Britanniques. Les 2 bataillons français sous le commandement du colonel Bourgoin avaient ainsi pour tâche de fixer les troupes allemandes dans la région. Les Allemands qui ne seront pas représentés, vous le savez, aux cérémonies du débarquement. D'ailleurs, Helmut Kohl a déclaré aujourd'hui qu'il n'avait aucune raison de célébrer cet anniversaire où des dizaines de milliers d'Allemands sont morts misérablement. Reste que le témoignage de ces soldats allemands présents en Normandie lors de l'opération Overlord, c'est le nom de code du débarquement, ce témoignage est essentiel pour comprendre le succès de l'opération. Notre correspondant à Bonn, Michel Meyer, a rencontré le colonel von Luck qui commandait un groupe de combat dans la région de Caen. Ce proche du général Rommel lui a fait part de sa vision du débarquement. Ranville, au nord de Caen. Un petit pont sur l'Orne. Pegasus Bridge. C'était son nom de code dans la nuit du débarquement. Ce passage obligé avait alors une importance stratégique capitale. À ce titre, ce pont a été le premier objectif libéré par les Alliés. L'homme qui le franchit 40 ans après le débarquement est allemand. En 1944, ses troupes avaient pour mission de défendre ce pont. Dans Le jour le plus long, l'acteur Richard Todt incarne son adversaire britannique de la nuit du 5 au 6 juin. Il joue en l'occurrence le rôle de John Howard, le chef des parachutistes qui prirent position sur les rives de l'Orne. Mais 40 ans après, le major Howard est devenu l'ami de Hans von Luck, le colonel ennemi, l'Allemand de 1944. De son point de vue, Hans von Luck se souvient du jour le plus long. C'était pendant la nuit des 5 à 6 juin que j'ai entendu le bruit des avions, de bombardiers, que je crois qu'ils sont en vol pour l'Allemagne peut-être. Mais après, c'était le bombardement qui a commencé. Et j'ai reçu quelques minutes après des nouvelles de mes compagnies qui c'était très avant, qu'il y avait des paras qui sont tombés. Je pensais peut-être que c'est un commando. Et j'ai demandé à la division permission d'attaquer tout de suite pendant la nuit. Mais j'étais informé que généralement c'était absolument défendu pour la division de faire un mouvement. Malheureusement, c'est Hitler qui normalement travaillait très tard pendant la nuit, dormait jusqu'à le lendemain assez tard, et il n'y avait personne qui a pris le risque de le réveiller pour l'informer sur la situation qui s'est arrivée ici en Normandie. Après le 6 juin et jusqu'à l'offensive de Montgomery, le 18 juillet 1944, postés dans les champs de blé de l'Orne, les hommes de von Luck, armés de Panzerfaust, des lance-roquettes de 88, bloqueront la percée alliée. Une résistance allemande déjà jugée bien vaine par Hans von Luck, un proche de Rommel. Le lendemain, quand nous avons vu cette armade de navires et quand nous avons aperçu le débarquement des Alliés,
et l'escale du débarquement, moi-même, j'ai cru, et avec moi, beaucoup de nos gens, nous avons cru que ça, c'est peut-être le commencement de la fin de cette guerre. Et ça me rappelle une conversation que Rommel avait avec moi en Afrique. C'était en mars 1943. J'ai dit 1943. Quand c'était en retraite à la main pour la Tunisie, que Rommel m'a commandé à son quartier général, près de Benghazi. Rommel m'a pris mon bras et m'a dit, écoutez, nous avons perdu Stalingrad, nous allons perdre l'Afrique, ça c'est la fin de la guerre. Et tout ce qu'il faut faire est demander une armistice aux alliés de l'Ouest, avec les concessions aux questions des Juifs et de l'Église, et il faut absolument que Hitler va démissionner. Je me suis souvenu de tout cela, des oppositions de Rommel, le matin du 6 juin, ici, 1944, en Normandie. Le débarquement, ce sera le thème des dossiers de l'écran de ce soir. Et puis, vous le savez, demain, pendant toute l'après-midi, Antenne 2 retransmettra les cérémonies de commémoration en direct des plages de Normandie. Une émission qui débutera à 14h25 et qui se poursuivra jusque dans la soirée. Léon Zitrone et Patrick Lecoq vous commenteront cet événement. Un nouveau vaccin mis au point par les Américains. Il permettra de combattre l'hépatite virale de type B. Ce n'est sans doute pas le premier qui s'attaque ainsi avec succès à ce virus, mais, et c'est de la nouveauté, ce vaccin a été produit par manipulation génétique, ce qui devrait en faire baisser considérablement le coût. Les explications de Jean-Pierre Quinson. On dispose actuellement en France d'un vaccin contre l'hépatite B. On voit ici sa fabrication à partir de sérum de malades infectés par le virus. Aux États-Unis, il existait déjà un autre vaccin, celui-ci obtenu artificiellement par manipulation génétique à partir d'une levure. Mais le fait nouveau, c'est que pour la première fois aux USA, 37 volontaires ont accepté de l'expérimenter, semble-t-il, avec succès. Le vaccin déjà existant est à la fois puissant, efficace et sûr. Je pense que ce vaccin, ce nouveau vaccin, j'espère du moins qu'il sera aussi puissant et aussi efficace. Et je pense qu'il sera probablement encore plus sûr. Pourquoi? Parce qu'il sera préparé à partir de matériel non humain, et c'est toujours plus sûr de préparer une substance qu'on injecte à partir de matériel non humain. Et pourrait-on envisager donc une telle expérimentation actuellement en France? Je pense qu'il n'y a pas de raison scientifique ni de raison morale pour s'opposer à une telle expérimentation dans notre pays. En France, l'hépatite B touche des populations bien précises, en particulier le personnel hospitalier, les toxicomanes, les homosexuels. Cela représente au total chaque année 500 000 cas, dont 500 mortels. Le vaccin américain, outre sa fiabilité, pourrait être moins cher. Autant d'avantages pour les personnes menacées que pour la collectivité. Yannick Noah ira en quart de finale à Roland-Garros. Le Français s'est qualifié ce matin à l'arraché après un match à suspense contre le Hongrois Taroczi. Mais c'était évident sur le court, Noah a eu bien du mal à se débarrasser de son adversaire qui a fort bien joué, il faut le préciser. Et puis Noah paraissait tendu, il avait semble-t-il mal digéré l'interruption du match la veille en raison de la pluie. Un match à rebondissement donc, puisqu'il a fallu 4 sets aux Français pour s'imposer, des sets bien remplis dont 2 ont été remportés au tie-break. Gérard Rolls a suivi la rencontre en compagnie de l'homme qui connaît sans doute le mieux Yannick Noah, son entraîneur Patrice Agenauer. Premier set, ciel gris, le tennis de Noah est gris. La pluie plus Taroczi, double inquiétude pour Patrice Agenauer. Yannick Noah est crispé, le Hongrois joue juste. Et en particulier, les passing shots du Hongrois transpercent sans arrêt les attaques de Noah. Agenauer fait la moue. La partie commence mal. En plus, les passings de Noah ne fonctionnent pas bien. Il perd le premier set 6-3. Il était crispé, disons que c'était un peu la panique à bord, sitôt que l'autre montait sur son passing de revers. Ça, c'était l'erreur la plus flagrante. Et ensuite, au début du deuxième set, il était un peu plus agressif. Au début du deuxième set, il était plus agressif, il a mieux joué, puis aussi Balázs Taroczi a accusé un petit peu la fatigue, ce qui a redonné confiance à Yannick, et à ce moment-là, son passing shot s'est mis à repasser aussi, c'est un petit peu décontracté, et le match a tourné. Noah sert beaucoup mieux, il gagne le deuxième set 6-2, mais il y a encore des hauts et des bas dans son jeu. Il y a des moments où on laisse un peu passer la concentration, et c'est à ce moment-là que Patrice est important pour moi. Et vous l'entendez ?
Bien, je l'entends. De toute façon, il suffit d'un mot pour que je comprenne et même d'un signe et c'est terminé. Le match reprend ce matin. 3e set. Noah gagne le tie-break. Agelower est soulagé. J'ai pas été inquiet particulièrement à partir du moment où j'ai tout de suite senti qu'il avait fait la différence. Quand Yannick fait un peu la différence d'entrée au tie-break, derrière il devient difficile à battre. Dans le 3e set, il y aura de part et d'autre de très jolis points. Taroxy continue de bien jouer. Heureusement, Noah passe la vitesse supérieure. Il sert de mieux en mieux. Ses attaques sont de plus en plus tranchantes. Noah gagne la 4e manche au tie-break. Victoire laborieuse, mais victoire tout de même. Le commentaire d'Agelower. Oui, là je suis content parce que c'est le genre de victoire importante. Disons que c'est un autre tournoi qui commence. Et en quart de finale, Noah rencontrera une nouvelle fois Mats Wilander. Et Patrice Agelower sera encore là pour souffrir et peut-être pour applaudir. Les résultats des matchs d'aujourd'hui, Wilander d'abord ira en quart de finale pour rencontrer donc Yannick Noah. Anna Mandlikova et Martina Navratilova se retrouvent face à face pour les demi-finales, tout comme Chris Evert-Lloyd qui rencontrera sa compatriote Camille Benjamin. Enfin, McEnroe s'est facilement qualifié devant son compatriote Arias. Il rencontrera Jimmy Connors qui vient de l'emporter sur le Suédois Sundström. Voilà maintenant la météo avec Alain Gillot-Pétré, sans palme et sans tuba. Oui, on peut quand même pas vous le faire tous les jours. Regardez bien le titre, le temps repasse les plats. Mais regardez surtout la photo satellite de la météo nationale. Vous voyez, sur la Grande-Bretagne, cette masse nuageuse blanche. Avant-hier, elle était sur l'Aquitaine, hier, elle était sur l'Allemagne, elle était aujourd'hui donc sur la Grande-Bretagne. Nous la retrouverons demain sur l'Ouest. Dans cette vaste zone dépressionnaire qui envahit toute l'Europe, nous n'en sortons pas. C'est toujours la même situation depuis un mois. Une situation effroyablement compliquée qui nous donne une carte extrêmement mitigée. Effroyablement compliquée, ce qui fait que quand il y a un petit déroutement de perturbation, cela vous donne au départ très peu de choses, mais à l'arrivée 200 km de différence, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons eu du soleil sur Roland-Garros alors qu'il n'était pas prévu. C'est extrêmement difficile en ce moment d'avoir une précision dans les prévisions. Donc si tout va bien, sur le tiers ouest du pays demain, de la pluie et des orages, pour ne pas changer. Sur le tiers est aussi, entre les deux, un temps intermédiaire, plutôt ensoleillé, mais avec tout de même des passages nuageux, encore accompagnés de quelques averses et éventuellement le soir de quelques orages. Ça n'est donc pas très brillant, le baromètre est toujours très bas. Le thermomètre, lui, ne bouge pas, petite consolation, de 13 à 17 degrés sur la moitié nord, 17 dans la capitale, et de 16 à 20 degrés seulement sur la moitié sud. Nous sommes toujours très en dessous des normes saisonnières. Il devrait faire partout plus de 20 degrés. Vous voyez qu'on en est très loin, 13 à Lille, 13 à Cherbourg et 13 à Brest, 14 à Rennes. Ça n'est quand même pas beaucoup. Demain, pour l'anniversaire des débarquements, c'est le mercredi 6 juin, donc 2 minutes de soleil en plus à Paris, si on le voit. Levé 5h48, couché 21h50 et bonne fête à tous les Norberts. Voilà, ce soir, dernier journal à 23h15, aux environs de 23h15 avec Hervé Claude. Demain, vos rendez-vous habituels, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et puis n'oubliez pas, 14h25, en direct sur antenne 2, les cérémonies du 40e anniversaire du débarquement. Bonsoir, à demain 20h.